Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en 2 parties de notre série sur les personnages mythiques ayant réellement existé, je vous raconte la vie fascinante de Cléopâtre, la reine égyptienne qui a bousculé le destin de Rome. C'est certainement la femme la plus célèbre de l'Antiquité et l'une des plus connues au monde, au point qu'on en oublie parfois qu'elle n'est pas qu'un personnage de film ou de série à gros budget. On l'a dépeinte comme séductrice, souvent réduite à sa plastique supposément avantageuse ou aux proportions remarquables de son nez. Mais celle qui a envoûté tour à tour César et Marc-Antoine est avant tout une stratège de haute volée et l'une des premières femmes politiques de l'histoire. Seconde partie, Cléopâtre et Antoine. Lorsque Cléopâtre regagne Alexandrie après l'assassinat de César, elle emmène avec elle leur fils Césarion. Avant cet enfant, le dirigeant romain n'avait jamais pu avoir de fils, si bien qu'en 44 avant Jésus-Christ, il avait adopté son petit-neveu Octave. Celui-ci se trouve en Épire lorsque lui parvient la nouvelle de la mort de César qui le désignait comme son héritier. Il est évident que dans la nouvelle guerre civile qui s'annonce, Cléopâtre ne peut qu'être du côté de ceux qui veulent venger l'assassinat de son amant. Mais il lui faut quand même ménager les assassins car Brutus contrôle la Grèce et l'Asie, tandis que Cassius s'est jeté sur la Syrie. En réalité, la reine ne vise qu'un objectif, ne pas entraîner son royaume dans la guerre civile romaine à l'issue incertaine. Pour gouverner Rome, les chefs césariens, Antoine, Octave et Lépide, constituent un nouveau triumvirat. Fin 43 avant Jésus-Christ, ils permettent à Cléopâtre de donner à son fils Ptolémée, qu'elle appelle Césarion, le titre de roi d'Égypte. Dès février 42 avant Jésus-Christ, un texte officiel est daté du règne conjoint de Cléopâtre et de son fils Ptolémée XV. La souveraine est néanmoins inquiète car Cassius menace d'envahir l'Égypte depuis la Syrie. Elle tente de l'en dissuader en l'avertissant que la famine et la peste y font rage. C'est malheureusement vrai. La peste bubonique est décrite pour la première fois dans l'histoire par le médecin de Cléopâtre. Elle ravage le pays en 42 et 41 avant Jésus-Christ. Pour compliquer la situation, Arsinoé, la sœur cadette de Cléopâtre, graciée par César, s'est ralliée à Cassius et à Brutus alors à Éphèse. Le grand prêtre du temple d'Artémis à Éphèse l'a même saluée comme la nouvelle reine d'Égypte. Mais Cassius n'envahira finalement pas le pays. À l'automne 42, il est appelé par Brutus en Macédoine pour affronter Antoine et Octave, dont les troupes viennent de débarquer en Grèce. Cléopâtre décide aussitôt de les soutenir et leur envoie une flotte de secours. Elle la dirige elle-même, mais une tempête au large de l'actuelle Libye détruit presque tous les navires. La reine regagne Alexandrie avec beaucoup de difficultés. Après la défaite de Brutus et Cassius à Philippe, en Macédoine, elle se réjouit d'avoir fait le bon choix. Cassius se fait tuer par un serviteur avant que Brutus ne se suicide à son tour. Après leur victoire à la bataille de Philippe, près de la mer Égée, Cléopâtre fait face à des vainqueurs qui ont quelques raisons de douter d'elle. Il faut absolument qu'elle les rencontre pour les convaincre de sa fidélité. Octave, malade, est déjà rentré à Rome, tandis qu'Antoine entreprend une longue tournée en Méditerranée orientale afin de lever des fonds pour payer ses soldats et pour punir ou récompenser les souverains orientaux selon leur comportement. Cléopâtre sait très bien qui il est. Elle connaît sa réputation de grand buveur et d'amateur de femmes. C'est aussi un guerrier extrêmement courageux. Sa victoire à Philippe en est la démonstration. Lors de sa tournée triomphale, parvenu à Éphèse, il montre qu'il n'est pas un chef comme les autres. Il prétend descendre d'Héraclès, l'équivalent grec de Hercule, et rentre dans la ville précédé de femmes en costume de bacchante et d'hommes et d'enfants déguisés en satyre et en pan. On l'acclame sous le nom de Dionysos, le double grec du romain Bacchus, le dieu du vin. C'est pour le moins original.
Antoine sait que Cléopâtre veut le rencontrer. Il ne veut pas se rendre à Alexandrie car ce serait faire preuve de faiblesse envers la reine. Il lui demande donc de le rejoindre à Tarse, en territoire romain, dans la province de Cilicie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Cléopâtre va soigner son entrée. Elle ne va pas se présenter à lui en suppliante, mais au contraire avec un faste qui ne peut que le flatter, sinon l'impressionner. Le récit nous en est parvenu. Elle remonta le Cydnos sur un navire à la poupe d'or, aux voiles de pourpre largement déployées. Le mouvement des rames, qui étaient d'argent, se faisait au son de l'holos mêlé à celui des cithars. Cléopâtre était allongée sous un dais brodé d'or, parée comme Aphrodite, telle que les peintres la représentent. De petites servantes parées de robes de Néréide et de Grâce se tenaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Des parfums merveilleux, exhalés par de nombreux aromates, embaumaient les rives. Antoine attendait la reine sur une estrade. Il se retrouve bientôt tout seul car son entourage s'est précipité pour contempler de plus près cet extraordinaire spectacle. Cléopâtre organise pour lui un dîner somptueux. L'invitation est rendue le lendemain et l'historien Plutarque peut conclure que Cléopâtre subjugua totalement Antoine. Aussitôt, ils deviennent amants. Elle n'a pas à le convaincre de sa bonne foi, il en est totalement persuadé. Elle l'invite à passer l'hiver en Égypte. Il accepte sans hésiter, oubliant les Parthes qu'il était parti combattre. Cléopâtre obtient d'Antoine la mort d'Arsinoé, sa sœur qu'il avait trahie. Il envoie un commando à Éphèse pour l'exécuter. Antoine passe l'hiver avec Cléopâtre à Alexandrie. Il confie à ses lieutenants la pacification de la Syrie, mais fin 41, début 40 avant Jésus-Christ, la situation en Italie ne cesse de se dégrader. Il lui faut intervenir. Octave a mécontenté les classes moyennes en dépossédant de nombreux petits propriétaires pour loger, en accord avec Antoine, des vétérans de leurs armées. Mais la femme de ce dernier, Fulvie, prend le parti des propriétaires. Le ton monte. La guerre éclate bientôt entre les deux camps. Antoine ne peut désavouer ni Octave, ni sa femme, qu'il contrarie déjà suffisamment. Il décide alors de regagner Rome. Lorsqu'Antoine quitte l'Égypte, Cléopâtre est enceinte. Elle donne naissance à des jumeaux en octobre 40 avant Jésus-Christ, un garçon, Alexandre Hélios, et une fille, Cléopâtre Sélénée. Le soleil et la lune. Une fois de plus, elle accouche seule. Elle va attendre Antoine 3 ans. On ne sait rien de cette période, sinon qu'elle a naturellement assuré sa fonction de reine. Les historiens latins ne s'intéressent à elle que lorsqu'elle est à côté d'un Romain illustre. Évidemment, les deux amants se sont beaucoup écrits, mais il n'y a aucune trace de cette correspondance. Le Romain a retrouvé son épouse Fulvie, réfugiée à Athènes. Elle lui a certainement fait des reproches, n'ignorant rien de sa liaison avec Cléopâtre. On sait qu'Octave les a obligés à divorcer. Fulvie meurt peu de temps après. Antoine est libre, divorcé, puis veuf. Mais il ne va pas épouser Cléopâtre pour autant. Il s'est engagé dans un accord signé avec Octave à épouser sa sœur Octavie. Et il n'a pas les moyens de le contrarier. Au printemps 37 avant Jésus-Christ, à Tarente, Antoine et Octave renouvellent le triumvirat pour 5 ans. Après cette alliance, Octave rentre à Rome, tandis qu'Antoine part pour l'Orient, à Athènes, puis à Antioche. C'est depuis la capitale de la Syrie romaine qu'il compte réorganiser l'Orient à sa guise. Pour cela, le plus solide point d'appui dont il puisse disposer reste l'Égypte. Il est temps de revoir Cléopâtre. La riche reine peut l'aider à reconstituer ses forces, notamment sa flotte. Elle a les moyens et la puissance qui lui manquent, peu importe son récent mariage avec Octavie. Les retrouvailles ont lieu à Antioche au début de l'hiver 37 avant Jésus-Christ. Elles sont célébrées fastueusement. Leur passion est toujours la même, mais comme Antoine a besoin de Cléopâtre, il va se montrer d'autant plus généreux avec elle. Ma très gracieuse reine. Mon invité le plus inattendu. Il lui accorde des territoires qui redonnent à l'Égypte un peu de son ancienne puissance du temps des Ptolémées. Je ne viens pas pour soumettre l'Égypte. Je suis venu goûter les plaisirs de cette terre et t'apporter un cadeau de choix.
Une importante zone côtière en Syrie, une autre autour de Damas, une partie du royaume nabatéen dans l'actuelle Jordanie, mais aussi Chypre et Cyrène. Il lui offre par ailleurs le contrôle des baumiers en Judée, l'arbre qui produit la myrrhe et dont l'exploitation est très lucrative. Désormais, Antoine a confiance en Cléopâtre. Ils sont toujours amants, mais ils sont en plus des alliés politiques. Il reconnaît les jumeaux nés en 40, puis épouse la reine entre les années 37 et 34 avant Jésus-Christ, alors qu'il est toujours marié à Octavie. Mais pour Rome, ce mariage n'a aucune valeur juridique. Là-bas, il n'a pas que des amis. Il est violemment critiqué pour les territoires romains qu'il a gracieusement offerts à sa maîtresse. Cléopâtre a su lui montrer que l'Égypte pouvait être le pivot de l'organisation romaine de l'Orient. Dans cet empire romain, elle voulait la première place et elle l'a obtenue grâce au territoire concédé par Antoine, baptisé les Donations d'Antioche. Tout semble aller bien pour Antoine et Cléopâtre. Un troisième enfant, un garçon, est né de leur retrouvaille en 36 qu'ils appellent Ptolémée. Leur vie à Alexandrie se déroule dans une atmosphère joyeuse, ils multiplient les fêtes les plus extravagantes. Cette période porte le nom de « vie inimitable ». Le luxe des banquets est sans égal, une débauche d'or, d'argent et d'étoffes de pourpre, sans parler des mets les plus recherchés et donc les plus coûteux. Cléopâtre fait un jour le pari avec Antoine de dépenser 10 millions de sesterces en un seul repas. Il croit l'emporter car le festin, bien que somptueux, n'est guère différent des autres qu'ils ont partagés. La reine décroche alors une perle portée en boucle d'oreille, la plus grosse et la plus belle connue en son temps. Elle la fait dissoudre dans du vinaigre et l'avale d'un trait. Elle s'apprête à sacrifier une seconde perle quand l'arbitre du pari l'arrête, elle a déjà gagné. Le couple s'identifie à Dionysos et Aphrodite, une identification divine non sans danger. À Rome, Octave accuse Antoine d'avoir abandonné sa qualité de Romain pour adopter des cultes étrangers. Mais le couple considère que la vie fastueuse qu'il mène est destinée à montrer que la royauté de Cléopâtre est bien l'héritière de la monarchie hellénistique qui la rattache à Alexandre le Grand. D'ailleurs, les époux ne se contentent pas de ces réjouissances. Cléopâtre s'intéresse aux sciences, elle rédige des ouvrages dans des domaines aussi variés que la cosmétique, la gynécologie ou encore l'alchimie. Antoine lui fait cadeau des 200 000 rouleaux de la bibliothèque de Pergame, la plus prestigieuse du monde grec après celle d'Alexandrie. C'est là qu'ils sont déposés pour compenser les pertes survenues lors de l'incendie ordonné par César. En 34 avant Jésus-Christ, Octave se sert des fêtes d'Alexandrie pour monter la population et le Sénat romain contre Antoine. Un épisode va précipiter la déclaration de guerre. Octave est averti qu'Antoine a déposé un testament auprès des Vestales. Celle-ci refuse de le lui remettre. Il ira le lire chez elle, dans le temple, et en fera un récit au Sénat. Celui qui fut son allié demande que son corps soit emporté à Alexandrie, quel que soit le lieu de sa mort, y compris Rome, pour être enseveli auprès de Cléopâtre. C'en est trop. L'empire oriental d'Antoine et Cléopâtre est un défi et une menace pour Rome. Quelle honte! Il proclame un Égyptien bâtard de surcroît héritier de Rome. Et il cède les richesses de Syrie à un pouvoir étranger. Mais il reste malgré tout en Orient, à se traîner dans la boue avec la courtisane du Nil, ensorcelée par la même sorcière que César. Au nom du Sénat, je déclare une juste et bonne guerre au traître Antoine et à notre ennemi Cléopâtre. L'affrontement final entre Antoine et Octave est une bataille navale qui se tient au large du cap d'Actium, sur la côte occidentale de la Grèce, au sud de Corfou, le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ. Antoine dispose de 500 navires contre 250 pour Octave, mais ces bateaux sont lents et lourds, ils ne peuvent poursuivre ceux de son rival. De leur côté, ceux d'Octave ne parviennent pas à briser les vaisseaux d'Antoine qui sont très solides. Mais alors que rien n'est joué, à la stupeur générale, Cléopâtre retire sa flotte du combat et part avec elle vers le sud.
Elle ne veut pas voir couler ses navires où elle a embarqué des trésors considérables. Antoine abandonne alors la bataille, laissant la victoire à Octave et se lance à la poursuite de la reine. Il est très en colère. Il la rejoint sur son bateau mais refuse de la voir pendant 3 jours. Ils finissent par se réconcilier et gagnent Alexandrie. Ils vont attendre la mort ensemble. C'est une succession de banquets et de fêtes. Cléopâtre célèbre l'anniversaire d'Antoine le 14 janvier 30 avant Jésus-Christ avec un faste inouï. En réalité, chacun d'eux tente de négocier séparément avec Octave. Il ne répond même pas à Antoine. Bientôt, il entre dans Alexandrie avec ses troupes. La reine se réfugie dans le magnifique mausolée qu'elle s'est fait construire au nord du palais, tout près du temple d'Isis. Elle fait prévenir Antoine qu'elle est morte dans son tombeau. Désespéré, le Romain tente alors de se suicider par l'épée. Très gravement blessé, il se traîne jusqu'au tombeau de sa femme et meurt dans ses bras. Cléopâtre organise les funérailles d'Antoine et manifeste son chagrin de façon très ostentatoire. Octave la fait alors conduire sous bonne escorte dans le palais où il s'est installé. Elle tente, sans succès, de le séduire. Elle comprend alors qu'il a l'intention de l'emmener avec lui à Rome, où elle sera sa prisonnière et le trophée de son triomphe. Elle feint d'accepter pour qu'on relâche sa surveillance. En réalité, elle prépare sa fin dont elle veut garder la maîtrise. Elle se fait porter une corbeille de figues sous lesquelles sont dissimulés 2 aspics. C'est le nom donné en Afrique du Nord aux cobras égyptiens. Si ces serpents sont moins rapides que les vipères, leur venin est parmi les plus dangereux du monde. Le cobra sacré, déesse, ton protecteur. Il tue tout le monde, bien sûr. Mais s'il mord un être immortel tel que toi, c'est une faveur. La morsure venimeuse du cobra te conduira droit chez les dieux. La reine se saisit des reptiles pour qu'ils l'attaquent. L'un d'entre eux au moins la mord. La légende veut que ce soit au sein. Il semblerait qu'elle ait en fait été atteinte au bras. Toujours est-il qu'elle a été piquée. Et le poison ne tarde pas à faire son effet. Petit à petit, son corps se raidit. Bientôt, elle ne peut plus bouger. La paralysie s'étend finalement aux muscles respiratoires. Cléopâtre suffoque. Elle décède après plusieurs heures d'agonie. Après sa mort, ce qu'elle a passé son existence à tenter d'empêcher se produit. L'Égypte devient une province romaine. Bien plus tard, Pascal dira « Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde en eût été changée. » Une façon de dire que des petites causes peuvent produire de très grands effets. Le battement d'ailes du papillon, en somme. Ou le battement de cils d'une reine d'Égypte, qu'on ne doit pas cependant limiter à son charme ou à sa prétendue beauté. Car Cléopâtre ne se résume ni à son nez, ni à sa plastique, mais bien à son intelligence, à son sens politique et sa pugnacité qui ont continué à inspirer le monde entier, de Shakespeare à Mankiewicz, des millénaires après son décès. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Histoire romaine, la monarchie militaire par Mommsen, édition Robert Laffont, collection bouquins, 1985. Cléopâtre, un rêve de puissance par Maurice Sartre, édition Talendier, 2018. Cléopâtre au-delà du mythe par Michel Chauveau, édition Liana Lévy, 1998.